Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Nous allons recevoir dans un instant M. Jean-Philippe Courtois, qui est le premier vice-président du conseil départemental. Bonjour. Bonjour, bonjour à Guadeloupe. Et aussi maire de Cap-Esther. Et donc avec lui, on parlera tout à l'heure du village Papillon dans le cadre de la chronique du département. Un peu plus tard, Sylvie Rogier, chroniqueuse, viendra nous parler de la manière de former et d'accompagner les clés d'une équipe compétitive. Fadia Al-Balar, c'est la fille de Jean-Pierre, justement, Clodo, comme on appelle. Depuis quelques jours, il y a une nouvelle information qui circule de la part d'un média français, Mediapart. Et visiblement, l'affaire Clodo, peut-être, va rebondir. On saura un peu plus tout à l'heure avec elle au téléphone. Et puis, Assia Ben Daou sera avec nous, sa chroniqueuse du lundi. Elle parlera de sa mission de régénération, se libérer de la charge mentale et retrouver sa place en tant que femme. Très important. En tant que femme, justement. Imane, bonjour. Bonjour, Daniel. L'actualité aujourd'hui, c'est quoi? Alors, au niveau de l'actualité, on parlera de la visite de Manuel Valls en Guadeloupe, qui a pu rencontrer les présidents Chalus et Losbar pour échanger sur les différents enjeux économiques, sociaux et institutionnels de nos territoires. On reviendra aussi sur le temps pour soi à Morne-à-l'Eau, un temps village pour les seniors, pour leur permettre de trouver des outils leur permettant d'accéder à un peu plus de bien-être. On reviendra sûrement sur la journée des consommateurs et sur l'Expo Village Santé au Lamontin, si on a les reportages adéquats. On va commencer tout de suite par Manuel Valls, puisque sa visite n'est pas terminée. Il est encore sur le terrain aujourd'hui. Il a rencontré les forces économiques. Mais avant, on revient sur ce qui s'est passé dans le week-end. Voilà, donc il a pu rencontrer les deux présidents, M. Losbar et M. Chalus. Ils ont pu échanger sur ces différents points, sur les enjeux économiques, sociaux et l'évolution institutionnelle de notre territoire. Donc, dans un contexte de mutation, c'était important d'avoir son déplacement et d'avoir son avis sur ces questions. On voit un reportage de Michel de Pape. Je ne vais pas revenir sur les problèmes que vous connaissez, eau, déchets et compagnie. Il ne suffit pas de faire du bruit sur les réseaux sociaux pour expliquer. Ce qui est important, c'est de travailler comment trouver des solutions pour satisfaire à la population guadeloupéenne, pour mener à bien les politiques publiques. Et nous avons décidé, le ministre de l'Outre-mer et moi, avec les équipes du préfet, de mettre en place une cellule, et ce sera peut-être pour les autres régions de Outre-mer, pour travailler directement, en plus du SIOM et du contrat de convergence, directement sur les gros dossiers, les gros chantiers, les grosses inquiétudes de notre territoire pour pouvoir aller plus vite et avoir l'accompagnement du ministre auprès de la région. Il y a un travail à faire pour gagner en efficacité. Et moi, je souhaite une seule chose pour ce qui concerne l'action du gouvernement, c'est de répondre aux besoins et aux attentes des Guadeloupéens. En matière de sécurité, c'est incontestable. Et l'État fait les efforts et continuera de faire les efforts en termes de brigades fluviales pour la gendarmerie, de radars, de drones, d'anticipation, de surveillance pour lutter contre la violence générée notamment par le narcotrafic. C'est vrai, mais j'y reviendrai dans les heures et dans les jours qui viennent sur les questions de vie chère. Et puis, moi, je suis inquiet, comme le président, sur les questions de l'eau. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Il va falloir que chacun assume ses responsabilités. La région et l'État l'ont fait. Les Guadeloupéens souffrent depuis très longtemps de cette situation. Puis nous avons évoqué un certain nombre de dossiers qui concernent plus particulièrement le département, tel que au niveau donc du CHU, les problèmes de l'eau, évidemment, l'évolution institutionnelle, puisque comme vous savez, je suis le président du Congrès actuellement, et nous avons relancé les travaux dans le cadre de la commission ad hoc. Et l'an dernier, le 2 juin, le Congrès avait voté à l'unanimité la fusion des collectivités, des compétences nouvelles, et bien sûr, donc des moyens pour pouvoir assurer cette volonté. Mais la Guadeloupe est un archipel, la continuité territoriale, ces questions ont été évoquées, et surtout le problème de délinquance, puisqu'il y a un problème de sécurité, le trafic de drogue. Vous comprenez parfaitement qu'il était nécessaire que nous puissions évoquer ces différentes questions avec M. le ministre. À partir du moment où
ça permet de mieux répondre à l'attente des citoyens et de rendre plus efficace l'action publique, le gouvernement accompagnera. Mais d'abord, nous attendons que le processus se termine, que les élus se prononcent définitivement et qu'un projet soit porté à la connaissance du gouvernement et ensuite évidemment du Congrès. On rentrera dans un processus que nous connaissons et qu'évidemment nous accompagnerons. Voilà ce qu'on peut retenir. Monsieur le vice-président, vous étiez là. J'ai entendu plusieurs fois le ministre Valls dire qu'il faut que les élus prennent nos responsabilités. Ça veut dire que les élus ne prennent pas de responsabilités en Guadeloupe? Non, je crois qu'on l'a déjà noté. Ce n'est pas simplement à M. Valls, c'est depuis maintenant quelques visites ministérielles. On voit un gouvernement, un État qui se désengage, voilà. Puisqu'il est tellement plus simple maintenant de pouvoir expliquer que c'est de la faute de l'autre plutôt que c'est la sienne. Donc, ce qui nous conforte aussi dans cette prise de conscience nécessaire, où nous devons domicilier plus de responsabilités pour pouvoir mettre en place un pouvoir normatif et pouvoir composer pour la Guadeloupe par la Guadeloupe elle-même. Le gouvernement vit ces crises, vit ces difficultés. Oui. Je crois qu'il faut qu'on puisse lire au travers, entre ces lignes, le fait qu'il est nécessaire que nous puissions nous organiser. Parce que d'un côté, on dit qu'il faut prendre les responsabilités, en même temps, on ne les donne pas, c'est ça? C'est là tout le dilemme, mais c'est aussi dans cette optique que le calendrier est bien posé avec le congrès sur l'évolution institutionnelle. À nous de ne pas le rater, de manière à ce que nous puissions avoir une loi organique qui nous permette vraiment donc, de prendre tous les contours donc, des grandes attentes des Guadeloupéens, que nous puissions y poser aussi donc, des objectifs clairs, puisque nous le voyons bien, les difficultés financières de l'État-providence n'existent plus. Oui. L'état de sécurité, comme l'a dit récemment le président de la République, nous devons aussi faire un deuil de cela. Donc c'est dire qu'il faut un moment que le Guadeloupéen commence à s'organiser par lui-même et pour lui-même. Oui. De toute façon, j'imagine, juste un dernier mot avant de parler de Village Papillon. On a parlé de l'évolution institutionnelle avec lui lors de la rencontre avec M. Losbar. Oui, tout à fait. Ça a été l'un des points qui ont été évoqués, puisque nous avons voulu donc aussi réaffirmer donc, le calendrier et surtout la démarche qui est impulsée, mettre aussi en contradiction avec ce SIOM donc de l'appel de Fort-de-France qui manifestement a été donc, rangé dans un tiroir, puisque on ne sait jamais combien de temps va durer le passage d'un ministre et à chaque fois c'est reporté donc à la deuxième phase de sa prise de fonction. Donc on a déjà aussi bien compris que là les réponses ne seront pas forcément posées assez rapidement et c'est dans cette optique que nous avons donc reposé les conditions dans lesquelles se sont passés donc le dernier congrès avec l'ensemble des dispositions donc votées à l'unanimité et maintenant les prochaines étapes qui doivent nous permettre de venir face aux Guadeloupéens pour pouvoir présenter ce référendum et maintenant acter cette évolution. On y reviendra. Alors voilà, mercredi, il y aura un village papillon par le département qui se fera à Capesterre, ce qui est prévu. Il y a beaucoup de choses, insertion, emploi, aide au logement, soutien aux familles, culture, sport, accompagnement numérique. Comment ça va s'organiser concrètement dans votre commune? Donc concrètement, de 10h à 18h. Donc j'ai envie de dire que tous les Guadeloupéens, mais plus particulièrement dans le cadre de ce programme pour les habitants donc, du sud Basse-Terre et de Capesterre-Belle-Eau, pourront venir donc, sur la place de la mairie avec donc, leur dossier pour pouvoir remplir directement, puisque les services seront présents et seront connectés donc, à l'ensemble donc, des serveurs du conseil départemental pour pouvoir traiter en direct les demandes, répondre aux questions donc, des administrés et les orienter au mieux. Donc c'est vraiment en l'arrêt pour que tout le monde qui n'y a question, qui nie en interrogation sur des situations, puis pévine là. Donc, pas paix, peut ni pas question qui est tabou, peut ni pas situation où peut trouver aide parce que tout service à conseil départemental, depuis l'aide sociale, en passant par la petite enfance, les aînés, en parlant du foncier, de l'agriculture, des routes, tous les services seront bien présents là pour pouvoir répondre aux questions donc, de la population. En fait, il faut le dire, l'arrêt de papillon, la coupe papillon, c'est une façon de répondre aux demandes express du Tout à fait. C'est un conseil départemental qui s'exporte dans les communes au plus près donc, des administrés. Donc, puisqu'on le sait, tout le monde n'a pas forcément ni cette habitude d'aller vers les institutions, ni les moyens de se déplacer forcément. Et là, c'est un petit clin d'œil à papier, mamie, et aux personnes à mobilité réduite. Donc, le conseil départemental vient à leur rencontre pour pouvoir donc, leur permettre de faire leur démarche. Et surtout, un autre temps fort, à partir donc, de 16h30,
il y aura donc un temps d'échange avec le président Guy Losbar, qui sera donc là aussi en termes de micro tendu. Toutes les questions pourront lui être posées, des rendez-vous pris avec lui aussi pour les démarches un peu plus personnelles. Mais en gros, ça va être l'occasion vraiment donc de rencontrer les services, discuter avec le président, les élus dans le cadre donc de leurs responsabilités au sein du conseil. En gros, département là, Ian Larila, place de la mairie de Capesterre-Belle-Eau, ce mercredi de 10h à 18h. Et donc, d'après ça, mais il n'y a pas de questions qui posent là. Oui, et c'est pour ça que nous menons tout le monde, et ça, quand on dit bien, ça va vraiment être donc une belle journée où vraiment tous les services du conseil départemental, MDPH, l'ASE, en fait, on va venir avec tous les services, vraiment tous les agents pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, vous pourrez donc, en passant de stand en stand, visiter donc l'ensemble du village pour pouvoir donc récupérer aussi les dossiers pour ceux comme l'amélioration de l'habitat où ça nécessite donc un traitement beaucoup plus important. Ceux qui veulent savoir à quel niveau d'instruction est leur dossier, ils pourront le faire là aussi, parce que quelquefois, nous ratons courrier, t'es comme en pièces, ce sera l'occasion donc de venir et de régler tout ça sur place. En gros, le conseil départemental a créé les conditions pour renforcer le dialogue avec la population Guadeloupe et plus particulièrement à Capesterre-Belle-Eau ce mercredi. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à venir faire son petit marché, on dira, au travers donc, des aides qui peuvent recevoir du conseil départemental. Alors, monsieur Coudreau, vous savez que la question de l'eau reviendra sur le tapis, bien évidemment. Et d'autant plus qu'à Capesterre-Belle-Eau, il y a des problèmes de l'eau quelquefois. Est-ce que là, c'est... Mais il y en a de moins en moins. C'est pour ça que je suis... Mais encore ce matin, j'ai eu une belle réunion avec les services donc, du SMGAG. Comme j'aime à le redire, hein, Capesterre a cette chance où nous avons très tôt donc, discuté avec le conseil départemental, la région et les services de l'État pour que nous puissions avoir donc, 3 réservoirs qui ont été construits, près de 20 km de canalisation donc, remplacés. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de moins en moins de fuites d'eau et donc de coupures dans les quartiers. Là où il y a effectivement cet effort de solidarité, donc c'est dans le cadre des tours d'eau pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait de l'eau en direction donc, des Saintes et plus particulièrement de la Désirade qui est beaucoup plus éloignée. Mais en gros, sur le réseau de Capesterre, les choses s'améliorent vraiment beaucoup. Je prends l'exemple de Foncacao où mon téléphone ne sonne quasiment plus. Et mieux encore, il est Pérou où on a fait installer un surpresseur donc il y a à peu près 1 an maintenant. Et ce sont 1200 abonnés qui ont de l'eau quotidiennement alors qu'il y a avant cette installation, ils avaient de l'eau 1 fois dans le mois. Alors, je suis obligé de revenir sur une ancienne question que je voulais vous poser, parce que j'ai vu il y a quelques semaines de cela, on en avait parlé en off, que Capesterre a un cinéma. Oui, donc on a cette chance où on vient d'obtenir donc les autorisations donc de la CNC. C'était la dernière étape pour pouvoir donc nous donner l'autorisation avec les propriétaires donc du Cinestar. Donc on va avoir un cinéma donc flambant neuf, des travaux donc au même endroit que où se trouvait déjà l'ancien cinéma. Non, là on va être au niveau de la ZAC de Fromager. Oui. Là, voilà. Donc là, ce sont 6 salles donc, de 800 places qui vont être construites, oui. Donc à proximité donc, de toute la zone commerciale, de la partie des artisans de Capesterre. En gros, c'est vraiment que nous puissions avoir un poumon économique sur la 2 fois 2 voies et à cela, donc, recréer du lien pour inviter donc, tous ces nombreux passants à venir visiter le centre-ville et les commerces aussi. Oui. Et au niveau culturel aussi, j'ai vu qu'il y a des choses qui se font avec Gisèle Pinault, si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines aussi. On est rentré dans cette démarche mémorielle où après Gisèle Pinault avec Hector Poulet. Et puis là, on va poursuivre. Je ne vous dirai pas tout de suite, mais on va avoir quelques personnalités qu'on va continuer à mettre en avant donc, durant cette année. Dans le cadre des animations de juillet-août, on va mettre en place un festival héritage qui se déplace sur Capesterre-Belle-Eau maintenant avec Mama Kiaba. Donc on profine donc l'organisation, donc ce qui m'obligera à revenir. Et il y a le festival Love Coffee. Tout à fait. Mais j'allais venir pour aller au plus loin, parce qu'après au mois d'août, on va avoir une journée dédiée au Stillborn, puisque Capesterre aussi de nombreux groupes, parmi lesquels donc beaucoup donc on ne parlera même pas donc de Karukera Stillborn avec tous ces titres au niveau mondial. Du monde aujourd'hui. Voilà, une journée dédiée donc à la culture guadeloupéenne et puis bien entendu le Karukera One Love avec ce festival international 19 et 20 avril prochain sur la plage de Roseau. Donc une vraie programmation culturelle de manière à pouvoir accompagner donc nos artistes, nos comédiens aussi, mais surtout notre culture s'acquitte en nous. Oui.
Et donc, l'autre question qui revenait souvent, mais même avant vous, c'était la question des commerçants à Capesterre. Ils disaient qu'avec la déviation, il y avait du mal à relancer un petit peu leur commerce. C'est pour ça qu'on a attendu et donc à les rassurer, hein, puisque depuis que nous sommes arrivés, on a pris avec eux donc le pari de pouvoir redynamiser, rebooster le centre-ville. Et donc, une fois par mois, au moins, nous domicilions une manifestation importante sur la place de la mairie, place de l'église, de manière à pouvoir créer de l'affluence et pour que ces nombreuses personnes qui viennent sur ces manifestations puissent après irradier donc les commerces. Nous avons rajouté, et je remercie Canal 10 de sa présence, encore jeudi, le marché nocturne aussi à Capesterre, de manière à pouvoir toucher toutes les strates, toutes les parties de notre économie et en gros que nous puissions retrouver ce réflexe de venir faire ses achats au centre-ville, mais surtout pousser la porte de tous nos commerces parce qu'en gros, on n'a rien à envier. Et si on peut faire donc l'économie de la voiture au lieu d'aller en direction donc de Jarry, c'est vrai que c'est un vrai coup de pouce pour nos commerçants. Alors, il y a une question qui revient souvent aussi. On a à Capesterre un site, le site du Carbet, qui jusqu'ici n'était pas monétisé. Alors, est-ce que c'est prévu? Parce que je vois des chutes, par exemple, quand on va au Canada, visiter les chutes, il faut payer un peu partout. Est-ce qu'à un moment donné, ça arrivera que ce site-là permette aussi à Capesterre de prendre l'argent? Là, Jean-Denis, vous mettez le doigt sur la colère du maire de Capesterre-Belle-Eau, puisque aujourd'hui, l'accès des chutes est déjà payant. Oui. C'est une association donc, qui fait payer donc 5 € donc, l'accès aux chutes. Mais je trouve inadmissible, ainsi que l'ensemble de mon conseil municipal, et je suis que la population capestérienne partage mon point de vue, que la ville ne soit pas intéressée à ça. C'est nous qui payons l'entretien des routes, c'est nous qui faisons la publicité, c'est nous qui mettons en place l'animation de la ville. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes entrés en négociation avec le Parc national pour que nous puissions trouver donc, une manière de pouvoir gérer ensemble l'accueil du parc. Et donc, nous sommes en train de finaliser donc, une convention qui devrait permettre à la ville et au Parc national d'avoir donc, la gestion donc, de ce cœur de parc, donc, de l'accès de la deuxième chute du Carbet. Et on finalise aussi un partenariat avec l'association Café Vélo de l'Habitué pour qu'elle puisse participer à l'animation et créer des emplois. Puisqu'on n'a pas jamais suffisamment sécurisé donc, la montée de nos touristes dans la montagne pour ceux qui veulent aller à la deuxième, troisième, qui veulent aller du côté de Saint-Claude, avec donc, des guides de moyenne montagne qui seraient donc, là des personnes donc, qualifiées, formées avec leur diplôme d'État pour pouvoir donc, maintenant sécuriser donc, ces marches dans la montagne. Il ne manque pas un tiers-lieu à Capesterre. C'est avec l'Admiral qui a été donc récemment encore, hein, j'en dis encore, parce que chaque année, au moins, ils reçoivent un prix. Eux, donc, c'est la valorisation donc, du textile. Donc, ils redonnent une seconde, voire une troisième vie donc, au tissu. Et en même temps, donc, ils forment donc, de nombreux couturiers donc, sur la ville, donc, au métier donc, de la mode. Et c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Et je profite pour saluer donc, la directrice, parce qu'elle a pris à bras le corps donc, cette vision partagée et on voit aujourd'hui donc, de nombreuses personnes, jeunes, moins jeunes, se réintéresser donc, au métier de la couture et c'est magnifique. Et encore récemment, durant le mois d'août dernier, un défilé qui nous a gratifié de vraiment tout le travail qu'ils font. Nous sommes au mois de mars, on va revenir sur le village Papillon, mais j'ai dit vice-président du conseil départemental, mais aussi maire, donc la prochaine élection, Ouada. C'est pas peut-être. C'est là maintenant à la population là de valider ticket là. Il y a qu'un peu qu'on est content de travailler là que nous pas fait là pour le moment. Bien, alors, nous venons à ce village Papillon pour les gens qui peut-être pas pointent au début, puisque déjà 51. Alors, qu'est-ce qui est prévu, à qui l'est, qui j'en? Donc, Village Papillon, rendez-vous sur la place de la mairie de Capesterre-Belle-Eau avec l'ensemble des services du conseil départemental. Depuis où nos questions, nos dossiers à monter, vous voulez savoir à qui niveau dossier il y a, vous pouvez venir place de la mairie, donc mercredi de 10h à 18h et à partir de 16h30, on beau comptage, un moment d'échange avec le président Guy Losbar qui sera là aussi avec les élus pour pouvoir répondre à toutes les questions. Donc 10h, 18h, place de la mairie pour tous les dossiers du conseil départemental. Monsieur Courtois, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Informations. Et puis, Pep Capesterre, Pep Guadeloupe dans le studio Point Mot pour mercredi à partir de 10h jusqu'à 18h. Est-ce qu'on a le temps de développer un deuxième sujet? Oui, ou on va peut-être faire la publicité, puisqu'on n'a pas beaucoup de sujets à développer. D'accord. On fait la pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite avec nos prochains invités. À tout de suite.
Voilà, il est 13h03 déjà. On a perdu 2 minutes parce qu'on a eu un petit décrochage technique, mais notre technicien a déjà résolu le problème. Madame Rougier venait de Monaloï Jala, mais on a Fatia en direct de Paris, je pense. Fatia, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous répondre. Alors, je disais tout à l'heure que l'affaire Clodo, depuis plus de 2 ans, n'avance pas. Les gendarmes avaient fait des déclarations qu'on ne comprenait pas. La vidéo n'avait pas été visible tout de suite. Et puis, il y a eu cet article de Mediapart qui est sorti la semaine dernière. Et depuis là, on a l'impression que l'affaire est relancée. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, Fatia? Alors, bonjour, Monsieur Vendredi, bonjour aux téléspectateurs. Merci de nous donner la parole aujourd'hui. Donc, comme vous le soulignez tout à l'heure, il y a eu un article de Mediapart qui est sorti lundi dernier. Cet article a été très bien structuré. Il est rempli de vérité, rempli de choses que l'on crie haut et fort depuis le 3 décembre 2020, le jour du décès de mon papa. Donc, effectivement, on a les images de la vidéosurveillance qui montraient déjà ce qui s'était passé. Aujourd'hui, on a en plus des révélations concernant les comptes rendus médicaux. Et également, le plus frappant et le plus choquant, c'est également le témoignage et les discours des 2 gendarmes qui ont opéré ce contrôle. Et donc, je pose la question, Fatia, est-ce qu'aujourd'hui, la presse française parle de cette affaire? Alors aujourd'hui, la presse française parle de cette affaire différemment. Parce qu'il est vrai que depuis 2020, on a eu plusieurs coupures de presse dans Le Parisien, Le Monde. Mais malgré la structure de ces, si je puis dire, la structure de ces articles, ça n'avait pas été aussi loin que pour Mediapart. Là, après 4 ans, on voit que Mediapart a vraiment mené des investigations qui frappent fort et qui, je l'espère, obligera le service juridique, les personnes qui sont censées nous donner ces réponses, qui les obligera vraiment à se prononcer dans le sens de la vérité. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Au niveau de vos avocats, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Est-ce que l'affaire va être relancée réellement? Alors, l'affaire, c'est vrai qu'elle est en sommeil depuis quelque temps, puisque nous, on a été auditionnés en juillet 2023. Oui. Il y a eu par la suite des expertises médicales qui ont été demandées. Et à la suite de ces expertises, il y a encore eu d'autres éléments qui ont été demandés par la juge, notamment une commission rogatoire. Cette commission rogatoire est lancée depuis 1 an aujourd'hui. On en attend les résultats. Et c'est vrai que depuis qu'on attend ces résultats, on a des avocats qui continuent le travail qu'ils font à nos côtés depuis 2020, qui est un travail extraordinaire. Je tiens d'abord à leur remercier. Et aujourd'hui, avec le retour de cette commission rogatoire qui, je tiens à le soulever, étrangement, nous n'avions pas de retour de la juge depuis très longtemps. Nous n'avions aucune avancée dans le dossier. Et depuis la sortie de l'article de Mediapart, on a eu un retour comme quoi la commission rogatoire devrait rentrer maximum dans 1 mois. Donc c'est pour vous montrer que dans ce type d'affaires sensibles et délicates, que nous, famille de victimes, soyons dans le vrai ou dans le faux, dans l'émotionnel, n'importe quoi, puisque ça on nous l'a dit aussi au niveau du service juridique, s'il n'y a pas de pression médiatique, de pression populaire, on n'avance pas. C'est clair. C'était exactement la même chose pour les réquisitions à des fins de non-lieu du procureur l'année dernière. Bien évidemment. Alors, Fatia, il y a quand même une question que je vais vous poser, et c'est pour nos téléspectateurs qui se disent, bon, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau par rapport aux déclarations des gendarmes? Entre ce qu'ils avaient dit avant et ce qu'on voit, qu'on lit aujourd'hui dans Mediapart, quels sont les éléments vraiment qui peuvent permettre à ce dossier de rebondir? Alors, ce que vous avez pu voir dans l'article de Mediapart, c'est ce qui est dans l'article, c'est ce qui est dans le dossier depuis le début. Oui. Sauf qu'on a cette impression que ces éléments n'ont pas été pris en compte dans l'expertise et dans l'analyse de la précédente juge qui était sur notre dossier. Donc là, avec la mise en lumière, la nouvelle mise en lumière de ces témoignages, de ces déclarations, merci, oui. On espère que ça bougera. Il faut bien le dire, aujourd'hui, rien n'a bougé depuis 4 ans, alors que tous les éléments médicaux, tous les éléments factuels sont dans le dossier. On a aujourd'hui 2 personnes qui ont opéré un contrôle, qui ont le statut de témoin assisté.
pour avoir une mise en examen, il faut qu'on ait des indices graves et concordants dans le dossier. Oui. Qu'est-ce qui peut être de plus concordant que la vidéo? Qu'est-ce qui peut être plus grave aujourd'hui que deux agents assermentés mentent sur un même fait? Oui. Moi, c'est ce que je voudrais qu'on m'explique aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, c'est là-dessus qu'on veut avoir un débat contradictoire. Et ce débat contradictoire, on ne peut l'avoir que s'il y a un procès. Et le procès, on ne peut l'avoir que si ces deux gendarmes sont mis en examen. Donc nous, ce qu'on attend aujourd'hui, et ce qu'on demande depuis plus de 4 ans, c'est une mise en examen de ces deux gendarmes. Ils sont toujours en place en Guadeloupe ou bien on les a exfiltrés, comme on dit? Alors, ils ont été gentiment exfiltrés, effectivement, puisqu'on sait qu'il y a l'un des deux gendarmes qui est dans l'Hexagone et le deuxième qui est en poste à Saint-Barth. D'accord. Et qui a été promu, en plus. Bien. OK. Bon, alors, écoutez, moi, il y a quelque chose qui m'a... Quand j'ai lu l'article, c'est la violence de l'extraction de votre père de la voiture, finalement. Hein. Oui, tout à fait. La violence du choc, on la voit sur la vidéo de très loin, mais quand on voit après, par rapport aux comptes rendus médicaux, on se dit bien que c'est un choc qui a été extrêmement violent, parce que pour avoir une compression de la moelle épinière, 2 cervicales brisées, il faut quand même qu'il y ait un choc extrêmement violent. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, on suit, vous le savez, on suit ce dossier-là. Bon, on sait que vous avez fait beaucoup d'allées-venues entre la Guadeloupe et la France. Et j'imagine que si les choses avancent, je ne vous cache pas que j'ai comme l'impression que si procès il y a, comme on dit, il va être transféré en France. Il ne sera pas fait en Guadeloupe, j'imagine. On ne le sait pas. On nous en a parlé au tout début. Nous, ça s'appelle délocalisation en général. Voilà. Quand il y a un sujet qui est un petit peu chaud, on délocalise pour éviter, parce que beaucoup de Guadeloupéens aujourd'hui, il y a le comité de soutien, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a ce film aussi qui a été fait il y a quelque temps, qui continue à être diffusé. Il y a eu beaucoup de soirées autour de ce film. Mais on a comme l'impression qu'en Guadeloupe, ce sujet-là, il ne va pas être abordé comme on le souhaite. Et on s'attend au pire. Enfin bon, comme on dit, on va laguer. Non, nous pas laguer, nous pas là pour laguer. Et puis, nous, je dis là, ça nous commande son procès. Et il faut le dire, ce procès-là, c'est le procès de Claude Jean-Pierre, mais c'est aussi un procès pour toutes les personnes qui ont perdu la vie lors de ce type de contrôle ou lors de violences émanant des services de l'ordre. Tout à fait, Fatia. En tout cas, comme on dit, Kembé, et on reste en contact. Et dès qu'il y a de nouvelles informations, ne manquez pas de nous tenir informés et nous, il n'y aura pas de problème. OK? Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas. Pas de problème. 13h11, on quitte Fatia et on retourne à Mornalo. On retourne avec Sylvie Rosier, puisque c'est le jour de sa chronique. Générique, c'est parti. Alors, former et accompagner les clés d'une équipe compétitive. Bonjour Sylvie. Bonjour Danick, bonjour à tous. Ça va, tous les lundis, comme chaque semaine, on se retrouve pour une chronique. Et aujourd'hui, boostez-vous, c'est sur les clés d'une équipe compétitive. Alors, explication. On va surtout parler de la formation parce que c'est un élément clé auquel on ne pense peut-être pas toujours pour les équipes. Mais la formation peut aider à redynamiser d'ailleurs les équipes en place. Ne faut pas oublier qu'en Guadeloupe, on a plus de 80% des entreprises qui sont des TPE, voire des PME. Et quand on est dans une TPE ou une PME, on n'a pas forcément énormément d'options de progression de poste. Et donc, au bout d'un moment, il peut y arriver qu'il y en ait qui soient un peu lassés par le poste qu'ils occupent et ils ne voient pas de perspective. Tandis que si on les aide à monter en compétences sur des axes parallèles à ce qu'ils font, ça peut leur permettre d'être remotivés et donc de rester dans l'entreprise. Donc la montée en compétence, c'est indispensable, bien fondamental. Sûr, oui. D'ailleurs, oui. C'est un élément important pour les entreprises pour rester compétitives par rapport à leurs concurrents, puisque d'avoir des collaborateurs performants, formés et donc compétents, ça leur permet d'être... En performance, c'est important. Ah bien oui, bien sûr, puisqu'à côté, si l'entreprise
concurrente qui fait la même démarche que nous a des collaborateurs formés qui sont bien compétents. Plus au fait de l'actualité ou de l'innovation, les clients auront tendance à aller vers cette entreprise plutôt que la nôtre. Et donc, du coup, forcément, et qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise alors? Ben, ça apporte pas mal de choses. Donc déjà, les avantages, la compétitivité est accrue, puisque les collaborateurs bien formés sont plus performants. Ils permettent à l'entreprise de se démarquer de la concurrence, comme je disais. Ça permet l'innovation interne également, puisqu'en formation, des fois, ça permet aux collaborateurs de voir d'autres aspects et d'avoir de nouvelles idées sur le travail qu'ils font et de proposer des innovations pour s'adapter à l'évolution du marché, puisqu'en plus, maintenant, tout évolue très vite. Donc, il faut être au fait de l'actualité. Et ça améliore l'image de marque, l'image de l'employeur, puisque les employés se sentent valorisés par leur employeur quand ils sont suivis et qu'on leur permet de monter en compétence par le domaine de la formation. Alors, comment dans l'entreprise on peut mettre en place ce programme de formation pour qu'il soit efficace? Donc, il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc, d'abord, de faire un plan de formation annuel où l'entreprise prépare chaque année un plan de formation pour l'ensemble de ses collaborateurs en fonction des stratégies qu'il a ou des postes sur lesquels ils sont et des besoins en compétences que l'entreprise aurait besoin par rapport à son objectif. Il peut y avoir des formations individuelles, donc chaque collaborateur peut faire une demande où on peut leur proposer une formation pour leur donner des axes autres que ceux qu'ils ont actuellement. Et il peut y avoir des formations en intra pour l'ensemble des collaborateurs. D'ailleurs, quand ils font des formations tous ensemble, ça contribue à une meilleure cohésion d'équipe. Et ça pas forcément une formation sur le domaine d'activité, ça peut être à travers des soft skills, comme on dit, donc d'autres domaines comme travailler la communication bienveillante, redynamiser l'équipe. Il peut y avoir plein d'autres formations, pas sur le métier, mais sur le travail en équipe, sur d'autres aspects du travail en entreprise. Et qu'est-ce qu'on appelle les soft skills? Les soft skills, oui, c'est les compétences transversales des collaborateurs. Oui. Donc, ça passe par l'innovation, la créativité, la bienveillance, enfin pas mal de choses qui maintenant sont mises en avant, la communication. Tout ça est mis en avant et d'ailleurs, maintenant, on commence à expliquer aux jeunes ces aspects-là qui sont importants aussi et que du coup, ils mettent sur leur CV quand ils postulent dans les entreprises. Alors, est-ce qu'il y aurait par exemple un exemple concret d'une équipe qui a mis en place une formation et qui a abouti à quelque chose de concret et de positif? Oui, alors dernièrement, l'année dernière, j'ai été contactée par une entreprise qui voulait faire monter en compétence son équipe managériale puisque le responsable se rendait compte ses managers avaient un peu de mal à gérer leur équipe et tout. Donc, on a mis en place ensemble un plan de formation qui a duré 9 mois avec des formations pour les managers, pour les faire monter en leadership. Là, on a travaillé leur leadership. Après, on a eu des rencontres team building avec l'ensemble des collaborateurs. Team building, le fameux team building. Le fameux team building, dans des journées de cohésion avec l'ensemble des collaborateurs pour renforcer la cohésion, redonner une nouvelle dynamique, se voir autrement. Et puis même à la fin du team building, c'était aussi de trouver des idées innovantes pour travailler ensemble. Et puis après, il y a eu des séances d'accompagnement individuel pour les managers toujours, en fonction de leurs besoins supplémentaires après les formations. Et donc, on avait mis en place un sondage interne à l'entreprise. Et quand ils ont eu un retour, on a eu une progression de plus de 25% de satisfaction des collaborateurs sur la nouvelle dynamique, le nouveau fonctionnement qu'ils avaient avec leurs managers d'ailleurs. Et les managers étaient plus à l'aise dans leur posture et même pour distribuer les tâches, revoir autrement, travailler autrement avec leurs équipes. Donc, c'est quand même un très bon résultat en moins d'un an, finalement, puisqu'on n'est pas encore... Grâce à vous. Grâce à moi, oui. Bon, glorifier la personne. Alors, former, c'est bien, comme on dit, mais pour accompagner au quotidien. Après, il y a l'accompagnement, puisque du coup, les collaborateurs, une fois formés, il faut garder un suivi. L'accompagnement est important. Et là, on peut instaurer des points réguliers avec les collaborateurs. Par exemple, une fois par mois, le manager rencontre le collaborateur, savoir comment il se sent, est-ce que ça va, est-ce qu'il a un besoin supplémentaire en plus de la formation qu'il aurait suivie, est-ce qu'il est à l'aise dans son poste donc ils peuvent faire cette rencontre un peu régulière, garder les rituels d'équipe, les rencontres hebdomadaires avec l'ensemble des équipes et quelque chose qui fonctionne bien, le mentorat interne. Il
peut y avoir des collaborateurs très expérimentés. Pour avoir un mentor, il faut un mentor. Il faut un mentor. Le mentor, on peut choisir un collaborateur très expérimenté de l'équipe qui accompagne un nouvel arrivant, par exemple, pour l'aider à s'intégrer à l'équipe et à faire ses tâches sans difficulté. Le mentorat, ok. Alors, en résumé, quel serait, Sylvie, le conseil clé pour ça, qu'on entend, bon, formation, accompagnement quotidien, mentor, etc. Est-ce qu'il y a une formule magique, j'ai envie de dire, presque? Pour moi, les entreprises doivent voir la formation et l'accompagnement comme un investissement stratégique pour garder surtout leurs collaborateurs. Puisque le turnover, recruter quelqu'un, ça coûte cher à une entreprise. Donc, du coup, forcément, miser sur cette montée en compétences, sur cet accompagnement pour, du coup, être plus performant, que l'entreprise ait de meilleurs résultats et que les personnes se sentent bien au sein de l'entreprise. Donc, forcément, la dynamique sera meilleure. Et globalement, tout à l'heure, tu as dit que pendant combien de semaines que tu as travaillé avec... Pendant 9 mois. 9 mois? Oui. Ouais, c'est un accouchement qui a été heureux. Ben, voilà, exactement. Donc, il faut 9 mois en moyenne pour ça? Là, on avait mis l'accompagnement sur 9 mois. C'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais ça peut être 6 mois, 9 mois, 1 an. Ça dépend du besoin initial, où on est l'équipe et où on veut aller ensemble. Et donc, du coup, après, on fait le plan. C'est personnalisé. On a quelque chose de positif. Oui. Bien, ben, merci Sylvie pour toutes ces questions, ces problématiques. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre figure de style, j'ai envie de dire, au niveau du boost, et vous. Et on te remercie. Il est 13h19, un deuxième sujet avec Iman News, qui ne demande que ça. Bien sûr, je n'attends que ça. On est d'accord, on va rester sur Morne-à-l'eau et on va parler des seniors qui avaient un temps pour soi. C'était Morne-à-l'eau cette fois-ci, une journée dédiée au bien-être avec des ateliers de relaxation, des activités physiques, des moments de convivialité. Les aînés ont pu donc se recentrer sur eux-mêmes et partager un temps d'échange intergénérationnel. On voit un reportage de Michel Depape. Nous sommes à la seconde édition de l'Arche Caraïbe. La première édition, elle était intergénérationnelle. Cette fois-ci, on a voulu rendre hommage à nos seniors à travers des stands d'information et de bien-être. L'idée vient de l'Arche et nous avons tout de suite répondu banco à cette invitation pour collaborer parce que le Centre communal d'action sociale œuvre beaucoup pour les seniors. J'ai voulu convoquer les forces vives de la population à travers leur savoir-faire, leur talent, pour le mettre au service des personnes nécessiteuses. Notre volonté, c'est de mettre en place et de continuer sur cette politique de proximité à l'égard de nos populations, puisque tout le monde sait que la mobilité est difficile, notamment pour les personnes âgées, les seniors en quelque sorte. Donc c'est pour cela qu'il y a divers stands ce matin, repas, mise en forme, musique aussi, hein. Il y a une dame qui chante qui s'appelle Madame Liliane Fléau qui est de Morne-à-l'eau. Elle est présente, donc il y a aussi de la culture en quelque sorte. Le thème c'est Senior, un temps pour toi. Et comme je suis une senior qui prend le temps de vivre, j'ai accepté en toute quiétude d'être la marraine de cet événement. Ça représente beaucoup parce que les seniors, on doit pouvoir transmettre. Si c'est une occasion pour transmettre, pourquoi pas? Et je parle aux seniors, mais je peux aussi parler en tant que senior. Donc, aux seniors, je vais dire, c'est-à-dire comment maintenir la forme. Je ne suis pas thérapeute, ni médecin, ni coach. Mais je sais au moins pour moi-même ce que je dois faire pour maintenir la forme. Donc, je peux donner un conseil. Et aux jeunes, aux plus jeunes maintenant, je dirais la transmission. Et c'est comme cela. J'aime tout le monde, quoi. Voilà, il est 13h22. Je voulais juste très rapidement signaler le décès d'un, comment on dit, d'un bon camarade, Éric Boussillon, qui est sociologue, qui a été pendant longtemps membre éminent au niveau de l'Association générale des étudiants guadeloupéens. Il a été aussi rédacteur en chef du journal L'Indépendance, c'était le journal de l'UPLG dans les années 90. Il vient de nous quitter et c'était quelqu'un de très actif qui a fait beaucoup pour justement la cohésion sociale, puisqu'en dehors de son engagement militant, il avait d'autres activités pas loin d'ici d'ailleurs, et donc on salue sa mémoire et on envoie un bon Kéméred pour toute sa famille, Harry qui vient souvent ici, Odile Boussillon qui était notre invité aujourd'hui, qui était prévu justement, qui n'est pas là, et donc pour Éric, force et
comme on dit en créole, nous avons souhaité que l'Aïka est là, qu'il passe un bon moment et que ça dommage que nous payions encore. Voilà, il est 13h23, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec notre nouvelle chroniqueuse, Assia, qui sera avec nous et elle parlera de... Elle parlera de la journée de la femme et de charge mentale. Voilà, à tout de suite. Voilà, il est déjà 13h32. C'est l'heure de revenir à l'actualité avec Iman. Et en attendant l'arrivée de notre chroniqueuse du lundi tous les 15 jours, mais elle est là cette fois-ci tous les 8 jours. C'est parti avec Iman. Oui, on va parler de la journée des consommateurs. Donc, à l'occasion de cette journée mondiale, un village d'information et de sensibilisation avait été installé pour offrir des conseils pour mieux consommer et surtout dépenser moins et protéger ses droits. Un élément important vu le contexte actuel de vie chère. C'était un événement pour pouvoir armer nos concitoyens face aux dérives de la surconsommation. On voit un reportage de Vianney Valverde. Cette opération de ce jour est une date internationale du droit des consommateurs, 15 mars. Donc comme nous avons créé notre union l'année dernière, donc il était évident pour nous de marquer le coup avec cette opération aujourd'hui, ici au MAC, avec tous les acteurs qui nous ressemblent et à faire passer les messages d'une autre consommation. Et je tiens à féliciter vraiment l'association des consommateurs l'UACAS du travail réalisé depuis quand même actuellement plus de 6 mois en Guadeloupe. On est un pays, une terre d'abondance, de richesse et de vie, mais nos yeux sont fermés, on ne voit pas nos richesses et on nous fait croire qu'on est pauvre en fait. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour dire qu'on ne doit plus partager la précarité, la pauvreté. L'heure est venue de partager l'abondance. Et l'abondance, on va le trouver où? Dans notre biodiversité. Biodiversité donc alimentaire, médicinale et tout ce que la nature nous offre. La Guadeloupe est riche en fait, on a tout le potentiel pour devenir quasiment à 100% autonome sur le point de vue alimentaire. Donc consommer local. Et comme le docteur a dit, redevenez guadeloupéen dans votre façon de consommer, puisque nous avons de très bonnes choses, de très bons fruits, de très bons légumes, de très bonnes tubercules, des protéines. On a tout ce qu'il faut pour bien se nourrir ici. Donc voilà, revenir à la nature, revenir aux aliments non transformés. Et c'est meilleur également pour notre santé, en plus d'être bon aussi pour notre porte-monnaie. Je me dis, jour là, bateau peut arriver là, nous ne pouvons pas n'être pour nous passer à manger. Moi qui vous parle, je mange du riz 2 fois par mois, 7 ans qu'à manger. On voudrait porter le message que oui, c'est possible, on peut consommer autrement, ne serait-ce que ceux qui se rappellent qu'au temps Saurin, il n'y avait pas de bateau qui arrivait et pour autant, nos parents, ils arrivaient à satisfaire tous leurs besoins avec tout ce qu'il y avait en Guadeloupe. Voilà, il est 13h35 et Assia est avec nous, Assia est avec nous et sa chronique aussi. C'est parti, Iman. Bienvenue sur la chronique Mission Régénérescence. Mission Régénérescence intervient auprès des familles, auprès des seniors, auprès de la jeunesse et en intergénérationnel. Elle promouvoit la santé, la vitalité au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Alors bonjour Assia, aujourd'hui tu vas nous parler, donc comme on est, on va dire, proche encore de la journée des droits internationaux des femmes, c'était important de parler pour toi de la charge mentale et de comment déposer ses sacs, donner de la responsabilité à chacun, n'est-ce pas, et de se libérer émotionnellement. Aujourd'hui, pourquoi c'est important pour toi d'en parler et qu'est-ce que c'est la charge mentale? Tout le monde parle de ça. Actuellement, c'est un peu un mot tendance, entre guillemets. De quoi? Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Alors, la charge mentale, pour moi, oui, il est important de continuer de mettre la femme à l'honneur.
Si ça ne tiendrait qu'à moi, je la mettrais à l'honneur tous les jours de l'année, bien évidemment. Et d'ailleurs, pour moi, à mon sens, c'est ce que je fais au Centre Régénérescence. Ici, la charge mentale, c'est vraiment tous les poids, tout le stress, tout ce à quoi elle doit penser, tu sais, Imane, dans son quotidien, on sait, toi et moi. Voilà, c'est cette femme potomitante, on peut le dire, particulièrement ici en Guadeloupe, dans les Caraïbes. Et en fait, la nécessité de pouvoir se donner l'opportunité de libérer cette charge mentale, libérer ce stress qu'on a au quotidien, parce que nous, les femmes en particulier, on doit penser à maintes et maintes choses. Tout à fait. Alors, je vais revenir sur le concept de potomitan, parce que c'est vrai que c'est, on va dire, une injonction, plus qu'un concept maintenant. C'est plus que les femmes, elles acceptent d'investir plusieurs rôles. Comment, en fait, du coup, se libérer de tous ces rôles qu'on prend et qui prend soin de nous, du coup? C'est la question. Oui, c'est très intéressant comme question. Tu sais, alors, elles acceptent. Je pense que voilà, on est parti de cette culture en priorité. Maintenant, je pense que ces rôles, effectivement, elle les a et elle les mène très bien. Je pense que personne ne pourrait le faire mieux qu'elle, ça c'est sûr. Maintenant, c'est de savoir comment faire pour jongler avec ça et surtout se libérer soi-même des émotions, du stress pour pouvoir justement le faire encore mieux, tu vois, le faire encore mieux et être vraiment présente dans tous ces rôles de vie. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, la femme, elle n'en peut plus. Et elle n'a pas le choix que de continuer de gérer sa famille, de gérer son côté professionnel, de gérer en étant aidant familial très souvent, gérer son quotidien. Donc, de pouvoir lui donner l'opportunité de libérer, de lâcher prise, de se reconnecter à son corps, pour moi, c'est vraiment une priorité. Parce que si elle fait ça, forcément, elle récupérera toute son énergie, tu vois, et elle dépose ses sacs, elle récupère son énergie, elle peut repartir à nouveau pour continuer. Alors, justement, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de femmes qui nous écoutent, comment on fait pour repérer le moment où justement la coupe elle déborde et que voilà, on peut plus se faire face à tout et comment déposer un peu les armes, c'est un peu le concept, déposer les armes. Alors, une première chose, vraiment, la priorité, tu vois, c'est que très souvent, ça se voit parce que ça va être une femme qui sera moins en joie, qui sera beaucoup plus stressée, qui va être beaucoup plus impatiente dans son quotidien, c'est-à-dire que dans ses relations, elle va partir plus facilement au quart de tour. Ce sera une femme qui va manger beaucoup plus, tu sais, qu'à son habitude, parce que c'est vraiment le fait de compenser aussi avec l'alimentation. Ça sera une femme aussi qui aura des pertes de sommeil, donc qui aura un manque de sommeil, qui aura du mal à trouver son sommeil. Ce sera une femme qui aura des pensées, tu sais, parasites là, qui l'embrouillent dans son quotidien. Et qui aura aussi l'impression d'être partout, de faire plein de choses et de ne pas avancer. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et de ne pas avancer. C'est vraiment ça. Et du coup, voilà, tu sais, l'énergie, forcément, on s'épuise, tu vois, parce qu'on a le sentiment de patauger au quotidien dans notre vie. On doit être partout et puis on donne un peu l'énergie un peu partout et puis on n'avance pas. Et dans notre tête, on s'est dit non mais attends, je ne peux pas me reposer, j'ai encore ça et demain il y a encore ça. Et voilà, ce sera... Et l'impression de ne pas y arriver. Et c'est souvent à ce moment-là que il y a des mots, UX, qui se fixent sur le corps, n'est-ce pas? On en a déjà parlé. Exactement, il y a des mots qui vont se fixer parce que ça va être quelqu'un qui va se retrouver facilement en burn-out, qui va facilement être épuisé. Et quand tu es épuisé moralement, à un moment donné, tu le seras physiquement. Tu vois, donc physiquement, donc tu as du mal à te lever le matin, tu te lèves, tu es tout barbouillé, même au niveau digestif, au niveau du corps. Les pensées mentales, ça va dans tous les sens. Tu peux te lever avec un mal de tête. Enfin, vraiment, le rapport du stress et de cette charge mentale au quotidien va se rapporter sur ton état physique, tu vois. Donc, il va y avoir des femmes plus ballonnées, plus avec des troubles digestifs, des
des douleurs de l'estomac, mal à la tête, qui a du mal à dormir. Et puis, malheureusement, si on ne prend pas le temps de se reconnecter, de déposer, tu vois, ses poids, ses émotions et ce stress, ça peut aller encore plus loin. Ça peut aller crescendo. Oui. Donc, comment on fait justement pour passer à autre chose et se libérer de tout ça? Lâcher prise, c'est un peu un mot à la mode aussi, mais se reconnecter à soi, comment peut-on faire? Écoute, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que il y a vraiment des méthodes simples. Moi, j'ai des femmes qui viennent par exemple chez Régénérescence et qui toutes les semaines en fait s'offrent une séance de libération émotionnelle. C'est des femmes qui ont conscience que cette charge mentale en fait les épuise. Donc ça s'apprend vraiment. Moi, je pense que être accompagnée pour libérer ses émotions, se rapprocher de ce qui se fait en Guadeloupe dans tout ce qui est autour de la libération émotionnelle, tout ce qui se fait autour du bien-être, se reconnecter à la nature. Mais encore une fois, se reconnecter à la nature, c'est intéressant. Mais faire aussi des câlins aux arbres, c'est ça, c'est un peu... Pourquoi pas? Oui. Tu vois, pourquoi pas? mais tu sais, la reconnexion à la nature, c'est aussi un apprentissage. Parce que c'est pas l'idée d'aller dans la nature pour y aller, il faut pouvoir y aller en mettant de la conscience. Avec une intention particulière. Oui, avec une Alors, intention. tu parles du centre Régénérescence et des ateliers que tu proposes. Quelles sont les autres pratiques qu'on peut avoir pour se libérer, se reconnecter à soi? La nature en fait partie. La nature en fait partie. Les outils que tu as au sein du centre. Au sein du centre, donc, on fait donc des ateliers effectivement autour de la libération, tels que la danse libératrice. Ça, c'est quelque chose qu'on met à l'honneur samedi ici. Nous allons faire un atelier, on va pouvoir en parler. Autour de la libération, c'est aussi tout ce qui est atelier autour de la libération de la parole, tu vois, à travers le chant libérateur. En fait, ce qui est très intéressant à prendre conscience, et particulièrement pour la femme, c'est qu'à partir du moment où tu mets ton corps en mouvement, que tu utilises ta voix, il y a vraiment quelque chose de puissant qui s'opère, tu vois. Donc, le chant libérateur, le mouvement libérateur, et comme tu disais, l'intention derrière, tu vois. Donc, au sein de Régénérescence, donc, on fait des ateliers de libération émotionnelle autour de la danse. C'est vraiment un atelier qui est extraordinaire parce qu'en 1 heure, tu sors pas comme tu es rentré. Alors, il faut savoir qu'en plus, samedi, on fait cet atelier exclusivement pour la femme et c'est totalement gratuit. Quoi, d'habitude, il y a des hommes qui viennent aussi? Ah oui, bien sûr. Les hommes ont leur sûr. charge mentale, tu vois. On va pas leur dire qu'ils sont pas stressés, ces hommes. Alors, on passe au samedi, mais... Il y a lâché prise. Tu as lâché prise. Il n'y a plus d'émotion, là, qui te perturbe. Toi, tu gardes rien, toi. Toi, tu prends et tu jettes. Il a de quoi lâcher, Danick. Oui, ça, c'est sûr. J'ai de quoi. Mais effectivement, là, ce samedi après-midi, ça va être vraiment l'opportunité pour la femme. C'est vraiment un cadeau pour elle de se donner l'opportunité de lâcher à travers la danse, à travers le chant. Donc samedi, c'est quoi? C'est à quelle heure? C'est comment ça se passe exactement, un atelier comme ça? Oui, alors il y a une séance l'après-midi de 14h à 15h et une séance le matin de 10h à 11h. D'accord. Voilà. Donc comment ça se passe? Écoute, je suis sophrologue, donc je ramène les personnes vraiment à déjà une certaine respiration, ensuite à une certaine, à lâcher la parole, et puis ensuite on rentre dans le mouvement et on lâche les poids. On lâche les poids. Et en fait, c'est vraiment une opportunité pour la femme de reprendre sa place dans sa féminité, tu vois. C'est vraiment... Le centre Régénérescence, il est fait pour ça, pour la libération émotionnelle et pour le bien-être, mais avant tout, pour la libération des émotions. Parce que vraiment, tout commence de là. Tu vois, une fois que tu as lâché ton stress, une fois que tu t'es libéré de plein de choses, après, tu peux dire, OK, j'y vais pour le bien-être, tu vois. Mais sinon, si tu fais dans l'autre sens... le bien-être, il sera un peu comme une jambe de bois, tu vois, ça fait du bien, et puis après, on repart dans son quotidien. Et... Donc voilà, donc ce sera 2 créneaux, un matin, un l'après-midi, totalement gratuit. C'est ouvert à tous? Oui, à la femme. Toutes les femmes, je veux dire. Toutes les femmes. Est-ce que c'est pour adolescents, c'est jusqu'aux seniors? Alors, ça va être, effectivement, ça va être de l'adolescence jusqu'aux seniors, en sachant qu'en plus, on s'adapte durant la séance. Donc, pour les personnes qui sont à mobilité réduite, on a tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent vraiment s'adapter. Donc, voilà, nos limites.
Nos limites, super. Donc, 2 séances, donc 14-15 et celle du matin, c'est 10-11. 10-11, c'est gratuit, il faut quand même s'inscrire, j'imagine. Oui, on s'inscrit au numéro qui est indiqué, nous allons l'avoir tout de suite. Et donc, je n'ai pas de tête, mais n'hésitez pas à appeler, laisser un message. Et voilà, on vous répondra, on vous inscrira. Parce que vraiment, voilà, on veut pour vous que vous vous sentiez au mieux dans votre corps. Et la reconnexion au corps, ça commence par là, la libération et le bien-être. Juste pour revenir, parce que la danse, est-ce que c'est une technique particulière? C'est vraiment, je suis débutant en danse, je peux venir. Oui, voilà. Exactement. L'idée, c'est vraiment de mettre le corps en mouvement. Pour tout vous dire, on peut même pas voir ce qui se passe à côté, à gauche et à droite. On est vraiment dans une libération. Je passe spolier, mais on est vraiment avec soi. Mais ce serait bien. Moi, je voudrais voir. Il faudrait le faire. Mais il faut venir. Faut venir. Par exemple. Non, j'aimerais voir Danick en action en libération. Danse libérale. Je vais me libérer. Mais non, mais pour la danse, je peux me libérer par la danse. Bien sûr, tout à fait. Bah oui, voilà. J'en doute pas que tu dois être un très bon danseur en plus. Oui, ça c'est sûr. Après, encore une fois, c'est ouvert à tous et il n'y a pas à savoir danser. Parce que c'est vraiment l'idée de pouvoir libérer les poids à travers des mouvements. Libérer le corps, en fait, c'est le corps. Libérer le corps, oui. En fait, c'est ça. Une fois que tu mets le corps en mouvement, que tu le libères, et ben en fait, il faut vraiment imaginer, tu vois, comme l'autre fois, je t'avais montré ces cristaux. C'est vraiment les imaginer dans le corps, ces cristaux-là. Et le fait de bouger le corps, d'y mettre de l'attention, d'être guidé par une thérapeute, quelqu'un de spécialisé, bah, ça te permet en fait de déposer ces cristaux, tu vois, et de ressortir plus légère que quand tu es rentrée. Bon, ben rendez-vous ce samedi. Voilà, si on peut juste remettre le numéro de téléphone de manière à ce que tout le monde l'ait. Voilà, génial. Et que vous soyez nombreuses, on vous attend. Je sais que vous allez être nombreuses samedi, donc avec grand plaisir. Merci à Sarah et à très bientôt pour nous faire un retour sur cette expérience. Oui, je vous ferai un retour avec plaisir. Merci. Voilà, il est 13h48. Si vous voulez savoir davantage, le rendez-vous, c'est à quelle heure? Ça sera samedi de 10h à 11h et de 14h à 15h. Le centre Régénérescence à Morne-à-l'Eau, limite Perrin-les-Avines. Voilà, à Morne-à-l'Eau. Alors, retour sur l'actualité rapidement, Iman. On n'a pas eu beaucoup de sujets aujourd'hui. Oui, on a parlé de Morne-à-l'Eau. Avec les seniors, c'était un temps du bien-être aussi pour eux. Peut-être qu'ils pourront aller au centre Régénérescence pour faire la suite. On a aussi parlé de la journée des consommateurs, donc une façon de consommer mieux et dépenser moins. Je pense que tout le monde, ça va résonner pour tout le monde. Et on a parlé de la visite de Manuel Valls, donc, qui a pu rencontrer les présidents Chalus et Losbar, voilà. Voilà, et nos invités, on a eu Jean-Philippe Courtois qui vous invite, Cap-Estérien, mais tous les gens du Sud, au Village Papillon. Village Papillon, ce sera mercredi 19 à partir, c'est écrit là, à partir de 10h à 18h, et ils disent ça, quelle en soit question zonée à poser à président conseil général, ou général pas régional, et aussi sur problème de l'emploi, problème de logement, soutien aux familles, problème de culture, accompagnement numérique. Rendez-vous mercredi à partir de 10h du matin jusqu'à 18h, place de la mairie Cap-Estérien. Tout sera prêt et les gens seront là pour vous accueillir. On a eu la chronique de Sylvie aussi, sur former, accompagner dans les entreprises. On a vu la nécessité de ce genre de formation, puis ce sont les clés pour une équipe compétitive. Puis on vient de terminer. On a eu Falain Al-Kabadan, justement, sur l'affaire Clodo, très important aussi, puisqu'il y a eu des révélations faites par le journal Mediapart, et depuis lors, l'affaire semble être relancée. On attendra voir un peu dans les jours qui viennent si, au niveau du procès, les choses vont avancer. Et puis, on a terminé avec Assia, qui vous donne rendez-vous samedi, et pour pouvoir un petit peu se déconnecter et lâcher prise un peu, c'est l'opération. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les 13h50. Merci Iman. Merci Danick. Merci Sarah, Assia, merci à tous les gens qui nous regardent tous les jours. Et donc rendez-vous demain à partir de 12h30. Cap-Estérien, habitants du Sud-Bastère. Mercredi 19 mars, nous attendons nombreux 6 places dans l'Amérique Cap-Estérien. De manière à ce que nous puissions faire toute démarche à eux. En sorte que le conseil départemental là, peut répondre à tout questionnement que vous avez, si dossier, si qui Jean pays là qui a fonctionné, en gros, pour que vous puissiez sortir de là avec toute information qui est nécessaire. Et à partir de 4h de l'après-midi, un petit moment pour vous faire un petit causer avec le président du Losbar, qui est là pour côté les autres, mais qui est là surtout pour répondre aux autres. Donc rendez-vous mercredi 19 mars, ici à Cap-Estérien.